Maintenant, tu parlais du futur. Je crois qu'on est déjà dans le futur, en fait. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vraiment un tournant historique. Et les États-Unis ont une avance qui est considérable sur le reste du monde. Et c'est que mon humble avis, mais je pense que les pays ou les continents qui vont rester en arrière de cette évolution, eh bien, ça créera un écart considérable. Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les règles et réinventent leur secteur. Aujourd'hui, on parle leadership, marché et expérience. Et notre invitée, c'est Zora Saïdali, Head of Sales chez Swissquote. Elle pilote plusieurs marchés et accompagne les équipes dans leur développement et suit au plus près les évolutions du secteur financier. Entre stratégie, intuition et conviction, elle partage sa lecture du moment sur les marchés et les leçons d'une carrière menée avec lucidité et passion. Zora, bienvenue dans Unlocked. Merci Comment Igor, ça va? salut. Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Alors peut-être pour commencer, moi j'aimerais savoir comment tu es arrivé en fait chez Swissquote pour que les gens un peu sachent à qui on parle. Alors, en fait, je travaille à Dubaï. J'avais commencé à travailler pour une société suisse ici pendant 3 ans et j'ai une opportunité pour partir à Dubaï pour gérer une équipe de 15 personnes en tant que responsable. Et ma famille me manquait énormément. Donc, je me suis dit, j'avais des personnes qui travaillaient dans la banque et c'était un peu l'univers avec lequel j'étais entourée, par lequel j'étais entourée. Et je me suis dit, est-ce que j'arriverais à travailler dans une banque? J'ai contacté Swissquote. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé dans un poste de support pour changer ensuite dans un poste de relationship manager et aujourd'hui comme responsable de desk. Et jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que j'allais rester chez Swissquote pendant 8 ans. 8 ans. Eh ben, Eh oui. ça veut dire que tu es fidèle au poste. Écoute, peut-être qu'on peut commencer à parler un peu marché, risque et perspective. Je voulais te demander en fait, toi qui as travaillé chez Swissquote pendant 8 ans, comment est-ce que tu interprètes le climat actuel des marchés? Alors, le climat actuel des marchés, par quoi commencer? Parce que il y a énormément de sujets à traiter, énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le climat actuel, je dirais qu'il est, c'est inédit. La période, elle est inédite. La période qu'on traverse est très singulière. Pourquoi? Parce que finalement, les règles du jeu changent. Moi, j'ai un background en relations internationales où on fait de l'économie, de l'histoire et du droit et de la politique aussi. Et on se rend compte à quel point, plus que jamais, les facteurs géopolitiques sont à prendre en considération. On pourrait peut-être parler de la guerre commerciale qui a eu un impact énorme sur en fait les partenariats qui existaient, sur le multilatéralisme en place. Et là, par exemple, des partenaires historiques qui avaient une référence et une direction à suivre, eh bien, les règles du jeu ont changé et c'est plus le cas. Ces mêmes partenaires se voient par l'administration Trump imposer des tarifs douaniers allant jusqu'à 30%, 100%, et surtout la guerre commerciale avec la Chine, aussi l'Europe est dans le collimateur. Je pense que ça crée vraiment un climat d'incertitude. Qui dit incertitude dit aussi des opportunités d'investissement et aussi la volonté de se diriger vers des actifs refuges. Mhm. Et parlant d'opportunités, toi, tu vois quoi comme tendance macroéconomique ou classe d'actifs qui te semble particulièrement intéressante en ce moment? Alors, il y en a plusieurs déjà, à mon avis. Je peux en citer quelques-uns, des classes d'actifs. Je viens de parler du fait que les investisseurs, finalement, vont vouloir se diriger vers des valeurs refuges. Et c'est l'or, en l'occurrence. Par exemple, l'or a pris plus de 25% depuis début 2025 et a atteint des records
jamais vus, en fait, des records historiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on atteint en fait une période qui est vraiment inédite. Parce qu'on a de l'autre côté aussi les indices boursiers américains qui approchent les taux historiques. Et en fait, ça donne une tendance de dire finalement, le marché, il fait que de monter. Il fait que de monter. Et dans quoi investir? Donc, il y a l'or déjà. Et puis, il y a aussi, je dirais, les classes, les instruments financiers comme les ETF. Et puis, selon aussi le développement et les annonces de la Fed, où on attend quand même une baisse du taux d'intérêt, peut-être également les obligations. Bien sûr, c'est bien de rappeler qu'on ne fait pas de conseils en investissement. C'est super important de dire que ici, on est là pour discuter de ton expérience, de comment tu vois les marchés avec ton background. Et d'ailleurs, ton background est intéressant. Tu n'étais pas en finance, comme tu disais. Peut-être tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus. J'aime bien présenter la chose de cette manière. En fait, dans chaque famille, je pense qu'il y a des priorités. Dans la mienne, il y a ce que j'appelle une forme d'extrémisme académique. Donc, ce qui était conseillé, c'était HEC. J'étais prédestinée à HEC. Et puis, finalement, je voulais absolument faire les études qui me passionnaient. Et en fait, l'économie aussi, en relations internationales. Donc, j'ai fait relations internationales. Et puis maintenant, figure-toi que je fais un MBA. Donc, il fallait juste que ça arrive au bon moment. Pour rappel, c'est quoi MBA? Moi, quand j'entends MBA, je pense à NBA, qui est du basket, mais c'est pas la même chose, hein, c'est ça? Alors, c'est exécutif, c'est un master exécutif en gestion d'entreprise. Donc, on a des cours de stratégie, on a des cours d'économie et de finance, de comptabilité. Et on nous apprend surtout à comment travailler dans le monde professionnel. Et moi, je veux constamment mettre au service de la banque, de mes clients et de mon équipe un savoir qui peut avoir une valeur ajoutée. Et si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais du fait qu'on n'est pas là pour donner des conseils, c'est aussi mon travail consiste, on n'est pas des conseillers financiers et en aucun cas je peux donner des conseils. Et c'est le principe également du coaching. On n'est pas là pour donner des conseils. Alors, on va parler de coaching après. J'aimerais juste finir un peu sur ce retour des valeurs refuges dont tu parlais avant, comme l'or, par exemple. D'après toi, en fait, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est-à-dire que dès que les investisseurs sont dans l'incertitude, bien que les marchés montent, et ils font que de monter, il y a aussi de se poser la question, mais où on en est dans l'économie réelle? Si on se tourne vers FMI, il y aurait des questions à se poser. Donc, cette volonté de vouloir se tourner vers l'or, ça ne date pas d'hier, et encore davantage aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la Chine qui a fait beaucoup d'achats de l'or. On a aussi des assurances qui se procurent de l'or. Et puis finalement, il y a aussi les ETF qui donnent un accès considérable à tout investisseur avec l'underlying, donc le sous-jacent, pour parler correctement en français, qui est l'or. Et il y a aussi l'intelligence artificielle, je pense, l'IA, qui bouleverse aussi le monde de la finance. C'est un sujet très spécifique, hein, surtout pour les US. Certains parlent de bulles aussi, hein, avec l'IA. Est-ce que tu Exactement. penses que c'est quelque chose qu'on voit, ou quel changement concret vois-tu arriver dans les métiers euh, à cause de ces spéculations sur cette bulle, ces choses qui arrivent? Alors, bien évidemment, dans ce qu'on fait, je veux dire, on suit les marchés financiers de très près. Et aussi bien online. Et moi, je suis un peu old school. Je prends, j'ai besoin des fois d'avoir le journal entre les mains pour pouvoir voir ce qui se passe dans notre monde. Parce que finalement, de se poser la question de la finance, quand j'avais pas un pied dedans, je me disais, mais ça, c'est pour les gens qui sont dans la finance. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vraiment un tournant historique. Et les États-Unis ont une avance qui est considérable sur le reste du monde. Et c'est que mon humble avis,
mais je pense que les pays ou les continents qui vont rester en arrière de cette évolution, eh bien, ça créera un, un gap, comment dire en français? Bon, un gap, un écart. Voilà, un écart considérable. Et, euh, et c'est aussi de se poser la question, nous, en tant qu'êtres humains, où est-ce on se positionne? Parce que avant, on parlait de GAFA, avant, on parlait de d'autres instruments financiers, et, d'autres marchés, d'autres secteurs pour être correct marché. Et puis maintenant, on parle que des sept sociétés qui sont dans l'intelligence artificielle, que ce soit Nvidia, que ce soit Alphabet, que ce soit Meta. Toutes ces entreprises euh, font tourner finalement le monde. Et il y a énormément de questions qui se posent, notamment de dire, est-ce que le progrès technique, technologique, en l'occurrence, est-ce que c'est un progrès humain? Mmh. Je pose la question. C'est vrai que est-ce que revenir à l'âge de pierre, c'est bien? Je sais pas. C'est un sujet qui nous concerne tous, à différents niveaux. Maintenant, tu parlais du futur. Je crois qu'on est déjà dans le futur, en fait, avec l'intelligence artificielle. Je crois qu'on est déjà dans le futur. Ça, c'est parce que le tournant, il est considérable. Et je te rejoins entièrement sur la question de se dire les machines, l'intelligence artificielle, parce que maintenant, on a découvert ChatGPT et puis on a l'impression que ça y est, l'intelligence artificielle est née. Non, ça date pas d'hier. Déjà, dans les années 1950, il y avait les bonnes bases pour l'intelligence artificielle. Et puis, mais dans les dernières années, en tout cas, ce qui est accessible au commun des mortels, eh bien, c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Et peut-être, on peut revenir à ton expérience. En fait, bah, déjà, tu as une longue expérience dans la finance, mais pas que. Et avec toutes ces notions de changement de société, de bouleversement, on est un peu perdu aussi quand on parle d'investissement. Moi, j'aimerais bien savoir, comment tu as commencé à investir et si tu as peut-être des erreurs ou alors des jugements que tu as eus et que tu as changé d'avis au cours du temps. J'aimerais bien un peu savoir le début de ta carrière d'investisseuse, et Investisseuse, j'aime bien le terme. C'est ouais, la première fois que je l'entends, tu sais. ouais. Bah, écoute, je pense que c'est pour ça qu'on travaille en finance. C'est un métier qui, regroupe plusieurs métiers, en fait. C'est plusieurs choses. On parle de société, on parle de plein de choses. Toi, tu as beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu peux me dire, en fait, de tes débuts, d'investisseuse? Alors, tu as posé beaucoup de questions, hein. Justement, là, je résume Igor, avec cette une chose question. à la fois. Peut-être je vais pas Cite-moi aussi. une erreur d'investissement que tu as eue. En fait, c'était déjà d'entrer dans le monde d'investissement. Je pense que ça, c'était une erreur, mais c'est facile de dire a posteriori que c'était une erreur. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait avoir une maîtrise totale de, de tout, en fait. Des marchés, des produits, du risque. Or, j'étais à côté de la plaque. Je pense que j'étais complètement à côté de la plaque parce que c'est impossible et on le voit encore aujourd'hui. C'est impossible de pouvoir avoir une maîtrise totale sur le portefeuille d'investissement qu'on a, sur l'avenir surtout. Je pense qu'à l'époque, j'avais mes raisons euh, et parce que aussi on est résistant au changement. De découvrir un nouveau monde, un nouvel univers, eh bien, on a des résistances. Donc, si on peut parler d'erreur, je pense que c'était ça. C'était de me dire que je dois avoir une maîtrise totale de la finance pour pouvoir commencer à investir et puis qu'en gros, il ne doit pas y avoir de risque. Mais on ne peut pas entrer dans ce marché en ne considérant pas la gestion du risque. Mmh. Il faut apprendre en faisant, au final, Exactement. on peut pas tout savoir et à un moment, il faut commencer. Et baby step, je dirais. Mmh. Selon le background qu'on a, selon comment est-ce qu'on se renseigne, ben, il y a des personnes qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément du monde de la finance. Et je pense que tu en rencontres au quotidien.
et tu es étonné. Des fois, il y a des personnes qui ont une telle passion, qui sont pas forcément, du métier, et peuvent, prendre, peut-être, des risques, plus importants. Quelqu'un qui a pas de connaissances, il va commencer, comme je disais, avec, baby step. Donc, petit à petit, selon, si on veut avoir un portefeuille, avec, peu de risques, un risque moyen ou un portefeuille, ambitieux qui forcément implique, plus de risques. Et c'est quoi, du coup, tes baby steps à toi? Alors, est-ce que c'est en lien avec la finance? Heu, je pense que oui. En fait, moi je suis arrivée, à l'âge de 10 ans en Suisse et j'avais la hantise d'apprendre le français. Et je me rappelle encore, je pleurais, je disais: «Mais je vais jamais apprendre cette langue», tu vois? Et en fait, mon premier investissement, ça a été l'éducation. Avec mon argent de poche, je payais des profs privés, figure-toi, pour pouvoir apprendre. Et c'est la même chose en finance. C'est parce que aussi de se renseigner, d'être éduqué, de commencer quelque part et d'investir son temps, parce que le temps est précieux de notre jour. Ça, c'est le premier investisseur. Après, à proprement parler, heu, concrètement, j'ai commencé sur les ETF. Il y a un peu, à chaque fois qu'on parle d'investissement, safe ou quand on connaît pas trop, c'est bien d'avoir, un ETF, c'est-à-dire un exchange traded fund, un fonds, en fait, où il y a plusieurs actions, qui sont gérées. C'est bien ça? Mmh. Ouais. Pour les gens qui nous regardent, et qui souhaiteraient, par exemple, avoir une définition, justement, tu l'as très très justement dit, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que en tant qu'investisseur, si tu investis dans une seule société et que la société fait faillite, eh bien, tu vas pas t'en sortir. Donc, finalement, les ETF, c'est une diversification de risques. Ça veut dire que c'est quoi? Concrètement, c'est un panier, dans lequel on va investir sur, plusieurs sociétés et ça se fait par thème. Ça peut être, la technologie, ça peut être les matières premières. Donc, et puis, selon, ce qu'on a envie, ce qu'on pense être correct, on peut effectivement, investir, sur les, exchange trading Mmh. funds. En fait, ça me fait penser, mais l'investissement, c'est, une représentation dans la finance de ce qu'on pense. Et c'est un peu ta philosophie de vie, c'est ce que tu penses, c'est ce en quoi tu crois. Parfois, tu crois au développement technologique, tu crois au développement de l'écologie, et cetera. Donc c'est un peu, pour moi, c'est un prolongement de soi aussi. Ce dans quoi on a envie de mettre de l'argent, c'est ce en quoi on croit. Et je veux dire, on s'achète, des voitures, on s'achète des éléments, des choses qui nous plaisent à nous, et c'est un peu l'équivalent, on va pas investir dans quelque chose, auquel on croit pas. C'est pour ça que l'éducation est importante, mais c'est aussi important d'avoir son avis. Et voilà, c'est juste ça que je veux dire. En fait, pour moi, le plus important, c'est de savoir quelle est ta vision, tu vois? Quelle est ta vision? Parce que investir pour investir, personnellement, je pense que ça a ses limites. Il y a des personnes qui peuvent le faire. Heu, why not? Pourquoi pas? Hem, il y a des personnes qui peuvent le faire, mais je pense que là où ça prend son sens, c'est de se dire: «Moi, en fait, je fais cet investissement dans quel but?» Et on revient aussi à la question. Tu parlais de prolongement de soi. Je pense qu'on revient aussi, à la question des valeurs et le monde, il a évolué. Heu, il y a, effectivement des investissements que je pourrais jamais faire et que certains investisseurs pourraient jamais faire. Et c'est quoi? Quels sont les thèmes que tu souhaites, jamais toucher? Est-ce que c'est, l'armement? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que peu importe. Et finalement, et où est-ce que je veux investir? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est la technologie? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est juste pour la personne finalement? Et de dire, bah, là, en fait, je me retrouve et puis de garder le la direction et le point final. Avec tout ça, où est-ce que je veux en venir? Et il y a un cliché que le monde de la finance reste prédominé masculin, et malheureusement, c'est encore d'actualité. Est-ce que tu l'as déjà senti, pendant ta carrière?
On ne refait pas des millénaires d'années d'histoire. Par contre, moi, personnellement, je pense que il ne faut pas opposer les hommes et les femmes. C'est pour ça que je suis ravie d'avoir une conversation avec toi. Et c'est évident que c'est un domaine qui est euh, essentiellement masculin. Mais c'est pas une fatalité, loin de là. Et je pense aussi que les hommes de nos futures générations, et il y a aussi, il ne faut pas l'ignorer, des hommes qui croient à la complémentarité. C'est peut-être pas les mêmes approches, etc. Mais les femmes ont fait des évolutions extraordinaires et inimaginables. Donc, moi, je crois en cette capacité des femmes de pouvoir aussi prendre leur place là où elles veulent. Si c'est la finance, c'est la finance. Et de le faire dans la co-construction, finalement. C'est mon avis. J'ai travaillé avec des équipes masculines, j'ai travaillé avec des équipes féminines. Pour moi, les meilleures équipes, c'est les équipes mixtes. Oui, et puis même, je me permets de rebondir, on avait fait un épisode avec Fanny Vario qui travaille aussi Oui, chez nous, ouais, je l'ai regardé sur le Women's avec Share. intérêt. Oui, elle avait dit que sur une vingtaine d'années, les statistiques, elles montraient que les portefeuilles de femmes, elles outperformaient, donc elles faisaient de meilleures performances que les portfolios des hommes, car il y a une sorte on vise le long terme, quoi. Elles visent plus la stabilité, le long terme, et ça, statistiquement, ça montre de meilleurs résultats. C'est aussi ça qui est intéressant dans les chiffres. Alors, si on se base sur les chiffres, certainement que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que finalement, ce que les études ont montré, c'est que les femmes ont une vision long-termiste. Donc, elles vont, quand elles investissent, il n'y a pas cette l'appétence très, très élevée au risque dans l'immédiat. Ce qui fait que les portefeuilles performent mieux. Mais je me pose la question, si plus de femmes entraient dans le monde de la finance, qu'est-ce que ça donnerait? Et finalement, c'est une expérience. Donc, d'allier les deux, c'est sûr que les femmes performent mieux que les hommes. Et je pense que les femmes, il ne faut pas les réduire à des chiffres, il ne faut pas les réduire à des statistiques. Les statistiques sont un moyen pour nous de pouvoir regarder et comprendre la réalité. Et puis maintenant, il est temps d'aller de l'avant, de créer d'autres statistiques, d'autres expériences et de se lancer dans ce monde qui n'est pas censé être un monde masculin. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque jour quand on se réveille, qu'on soit homme ou femme, on est impacté par la finance. Allons de l'avant, comme tu dis, et changeons peut-être de direction de discussion. Toi, tu es dans le leadership au quotidien. Tu diriges plusieurs marchés européens au sein de Swissquote. Est-ce que tu as pu recenser les qualités qui te semblent essentielles aujourd'hui pour diriger? Alors, quelles sont les qualités? Je pense, tu sais, je te disais, on a fait les relations internationales, on nous a appris à comment les États fonctionnent, comment les entreprises fonctionnent et quelles sont les qualités. Elles sont multiples. Elles sont multiples. Je pense que la qualité principale d'un leader, c'est d'avoir, de pouvoir mettre en avant l'intelligence collective. Certes, on va te dire, le leader, il doit montrer la vision, il doit montrer l'exemple pour savoir où est-ce qu'on va. Ça, c'est la définition de base. Mais un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui sait utiliser de manière optimum les ressources que la personne a à disposition. Parce que de faire un leader, quelqu'un de surhumain qui est omnipotent, omnisachant, en tout cas, c'est pas la version, c'est pas la vision que j'ai, tu vois. Et il y a des gens autour de toi, si tu t'intéresses, les gens, c'est des trésors. Et comment est-ce que tu mets ces personnes, comment est-ce que tu mets ces gens en avant pour pouvoir finalement aller dans la même direction? Et on revient sur la question de la direction, de la vision. Encore une fois,
il y a énormément de choses. Je ne sais pas si je réponds à ta question parce que tu as parlé de qualité, mais la littérature est gigantesque là-dessus. Mais moi, ma vision, c'est de pouvoir savoir au mieux utiliser les ressources à disposition, de les optimiser parce que les ressources sont limitées, et puis d'utiliser l'intelligence collective pour aller de l'avant. Et selon ta philosophie, je pense que pour être un bon manager, un bon leader, il faut aussi savoir coacher. Il faut être là pour savoir donner des conseils, mais aussi, tu disais, le conseil, c'est pas que se mettre à la place de la personne, c'est aussi donner des avis et guider à des bons moments. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, sur ce coaching? Alors, comme je te disais, moi, j'étais manager, donc que ce soit chez Swissquote ou ailleurs, et j'étais omnubilée par ce que je te disais de la littérature. Qu'est-ce que c'est un bon manager? Quels sont les outils d'un bon manager? Donc, ta valise d'outils, il y en a plusieurs, tu vois. Et notamment de savoir l'opérationnel, comment est-ce que tu le traites en tant que manager. Comment est-ce que tu fais en sorte que les personnes atteignent des chiffres? Moi, je travaille dans le domaine commercial. Les chiffres, ça ne pardonne pas. Il faut être transparent, je pense, là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, il y a des revenus à effectuer, il y a des targets. Et au-delà de ça, c'est aussi un service clientèle excellent que tu dois fournir. Dans mon expérience de management, je me suis rendu compte que je faisais face à des personnes qui avaient 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire. J'en ai 8. Ou des personnes qui viennent de sortir de leur master ou de leur bachelor. Comment est-ce que tu fais vivre ces mondes-là? Et puis, encore une fois, quand tu travailles sur le même marché avec des personnes qui doivent fournir des chiffres, c'est la compétition. Tu vois? Ça ne pardonne pas. C'est un peu la, la bonne guerre. Et moi, je crois pas en fait à la notion de guerre quand on travaille. Et je crois pas à la notion de guerre d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se marcher sur les pieds pour pouvoir arriver à un résultat. Et le coaching est arrivé parce que je voulais être au service de mon équipe. Et je te parlais de pouvoir utiliser au mieux leurs ressources, au mieux d'être proche de leur personnalité, de leur inspiration, pour pouvoir aller de l'avant dans la même direction. Et je pense qu'en fait, finalement, tu vois, aujourd'hui, le coaching, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Et pour avoir suivi une formation dans le cadre d'un brevet fédéral qui est un diplôme reconnu, moi, alors là, c'est le conseil que je peux donner. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire coacher, faites-vous coacher par des personnes compétentes. Et ce n'est pas un métier qui s'improvise. Ça veut dire, tu dois avoir une formation à proprement parler. Et ça, j'adore la Suisse. Et je pense que ça va venir aussi dans le coaching. C'est que dans chaque métier, on exige, par exemple, une formation vraiment très poussée. Si on parle des États-Unis et des pays anglophones, ils sont tellement en avance par rapport à ce sujet. Et nous, je pense qu'on doit vraiment considérer le coaching. Et en fait, tu n'as pas le management d'un côté et le coaching de l'autre. Le coaching s'intègre dans le management. Et c'est cet aspect-là que j'ai voulu vraiment développer pour être au mieux au service de mes clients, de mes collègues et aussi de moi-même. Mhm. En parlant de toi-même, si tu pouvais retourner à tes débuts, quel conseil tu te donnerais à toi? Vraiment persévérer. Quand tu as un rêve en tête, quand tu as une idée en tête, quand tu as une passion en tête, quand tu as un objectif en tête, persévère. Va de l'avant, tu vas rencontrer des obstacles, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui ne sont pas gagnées d'avance. Donc, je dirais la persévérance. En termes d'évolution d'investissement par rapport à tes clients et de ce que tu vois, et ce qu'ils recherchent en termes de produits, est-ce que tu vois
des choses particulières en ce moment? Alors, on parlait de technologie, mais il y a aussi un engouement qui est vraiment important pour les cryptos aussi. N'oublions pas, franchement, qui aurait cru qu'on allait on allait traiter des monnaies digitales un jour. Donc, il y a aussi ça. Enfin, je veux dire, les clients, ils sont aussi intéressés par cette classe d'actifs. Mmh. Et est-ce que tu vois que les gens ont envie de gérer eux-mêmes l'argent ou alors, ils préfèrent l'automatisation et que des savings plans comme on peut retrouver chez nous? Hem, Qu'est-ce que tu remarques en fait, que les gens veulent? Alors, on parlait d'éducation et puis aussi de la manière dont les investisseurs plus ou moins sophistiqués peuvent joindre le monde de la finance. Et on parlait également de l'intelligence artificielle. Finalement, le traitement des données est phénoménal. Quelque chose que les êtres humains mettraient 1000 heures à faire, tu l'as en quelques secondes. Bon, quelques secondes, j'exagère, je crois. Et en fait, ça a un impact considérable sur le monde de la finance. Parce que tu peux gérer des paramètres infinis, considérables, avec l'intelligence artificielle. Donc, le trading s'automatise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je veux trader, mais je n'ai pas le temps. Tu vois, je travaille, j'ai une vie de famille, je pars en vacances. Je sais pas toi, mais moi, j'adore partir en vacances. Je crois qu'on aime tous ça. D'ailleurs, on a tous, j'ai l'impression, on a tous même jour de vacances. Mais à chaque fois que je pars en vacances, parce que c'est tellement quelque chose que j'aime, on me dit: «Ah, mais tu vas partout!» Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. Pour revenir à ta question, les personnes peuvent vraiment faire du trade automatique qui sont faits par des algos. Il y a des êtres humains derrière et qui peuvent, comme je disais tout à l'heure, choisir le niveau de risque qui leur convient. Déjà avant, c'est préétabli, voilà le terme que je cherchais, les actifs qui vont faire partie de ce panier. Et puis, ça se fait automatiquement. Et je pense que aussi au niveau de la qualité du conseil, dans le domaine de l'investissement, l'IA va fournir une qualité qui va sans doute dépasser le conseil humain. Tu penses que les gens vont plus vers ça du coup ou vont plus vers, gérer eux-mêmes? C'était ça plutôt la question. Est-ce que tu penses que la tendance c'est quoi? C'est que les gens aillent dans l'automatisation ou alors dans la gestion personnelle parce qu'ils pensent qu'ils font mieux et cetera? On va vraiment Il y dire: a «Ouais, il y c'est» a les 2 et ça a ses raisons. Parce que, les algos qui se mettent en place, les institutions qui proposent, ce type de placement, eh bien, en fait, je pense qu'on est dans un système hybride où tu as aussi bien des investisseurs qui investissent par rapport à leur propre stratégie, aux classes d'actifs qu'ils veulent traiter. Et tu as des investisseurs qui, pour X raisons, je mentionnais, c'est que voilà, je ne suis pas de la finance et moi, je veux déléguer ça à une institution. Par contre, je veux savoir quelle est la performance, tu vois. Euh, donc, de pouvoir le faire en connaissance de cause, ça aussi, c'est très important. peut-être pour, clôturer, le podcast, d'une manière un peu résumée et en prenant tout ce qu'on avait dit, on parlait de coaching, de formation, que certains pays étaient en avance. Si je résume ce que tu avais dit, tu disais qu'en Suisse, on a beaucoup d'opportunités encore. Hem, Est-ce que tu penses que l'investissement, il s'inscrit un peu dans cette démarche de se remettre en question, de vouloir s'améliorer sur tous les points de vue? Je pense que l'investissement, c'est une manière de se dire: «Tiens, je veux faire mieux». C'est ça? Alors, tu parlais encore du coaching. Je pensais à une petite anecdote pour bien comprendre où on se situe dans le monde des coachs. Quelque chose qui est très drôle. Je regarde beaucoup les, les stand-up, tout ce qui est spectacle d'humour. Et puis, tu as le super coach charismatique
qui est vraiment le stéréotype de tout ce que tu peux trouver de pire chez un coach, et qui a fait un podcast sur Légende. Je vous invite à le voir et de voir aussi à quel point tu peux avoir des imposteurs dans ce domaine. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est ce que je fais concrètement. C'est-à-dire que il y a des personnes qui viennent et qui veulent investir, mais qui ne savent pas par quoi commencer. Donc, parfois, ça passe aussi par des questions qui sont moins palpables, moins évidentes. C'est aussi la question de confiance, tu vois. Et ça peut être différent de ce qui bloque la personne. Et en fait, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans leur processus d'investissement. Et en général, ils partent avec un plan d'action et ils savent mieux que quiconque où investir et dans quoi investir. Et ce qu'on aime bien, en fait, pour clôturer les épisodes, en général, on pose des questions rapides, avec des réponses rapides. Ouais, avec plaisir. Alors, j'aimerais Je bien vais poser essayer la d'être question. rapide. Si je m'emballe, tu m'arrêtes, Il n'y a ok? pas de problème. Alors, discipline ou inspiration, après tout ce qu'on a dit? Inspiration. Résilience ou flexibilité? Résilience, définitivement. Routine ou spontanéité? Spontanéité. Bah, on est spontané. Les deux. Alors, la coach que je suis, je pense qu'il faut travailler les polarités. Tu vois? D'un côté, tu dis spontanéité, discipline. Quelqu'un comme moi qui est spontané, je dois aussi me discipliner. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode et si vous avez peut-être des questions à poser à Zora, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Pensez à vous abonner pour manquer aucun autre épisode à l'avenir et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir notre chaîne YouTube, entre autres, et avec encore plus de contenus qui vont arriver. Merci encore et à très vite. Merci infiniment, Igor, parce que c'est une première pour moi. Et c'était génial. Je me suis éclatée. Merci infiniment. Ce qui est fascinant pour moi, c'est de pouvoir réaliser des rêves. Mais je ne veux pas vendre du rêve, tu vois. Donc, j'invite tout le monde à suivre ses rêves. Et puis, à bientôt. À bientôt, Zora. Merci beaucoup. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte.
Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.